Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la vie, enfin le mythe aussi, de Cléopâtre VII, reine d'Égypte, une figure absolument fascinante de l'Antiquité. Oui, fascinante et très controversée. Son nom évoque tout de suite la séduction, le pouvoir, Rome. Exactement. Et justement, on va essayer de démêler un peu le vrai du faux. On s'appuie pour ça sur un article de National Geographic. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce que l'histoire sait réellement d'elle, au-delà de l'image d'Épinal, si on peut dire. Qui est-elle vraiment? On l'a dit, irrésistible, mais bon, à quoi ressemblait-elle? Est-elle cette stratège politique incroyable ou autre chose? Commençons par le début, ses origines. Alors, Cléopâtre naît en 69 avant Jésus-Christ. Elle est issue de la dynastie des Lagides, Grecque donc, pas égyptienne d'origine. nom grec macédonien, installé en Égypte depuis Ptolémée Ier, un général d'Alexandre le Grand, vers 305 avant Jésus-Christ. D'accord. Son père, c'est Ptolémée XII. Sa mère, on ne sait pas vraiment. Elle grandit à Alexandrie, une ville très grecque. Sa langue maternelle, c'est le grec commun, la connaît. Mhm. Mais, et c'est un point intéressant que l'article soulève, elle aurait été la seule de toute sa lignée à apprendre l'égyptien. Ah oui, ça c'est révélateur quand même. Oui, sans doute une preuve d'intelligence politique, une volonté de se rapprocher de son peuple égyptien. Et comment elle arrive au pouvoir? J'imagine que ce n'est pas si simple. Non, loin de là. Son père meurt en 51 avant Jésus-Christ, elle a 18 ans. Jeune. Très jeune. La tradition l'oblige à épouser et à régner avec son frère, Ptolémée XIII, qui est encore plus jeune. À mariage frère-sœur, une tradition égyptienne. Ou l'agide? Plutôt l'agide, pour conserver le pouvoir dans la famille. Mais très vite, ça tourne mal. Elle veut le pouvoir seule. Forcément. Donc guerre civile. Elle est même obligée de fuir en Syrie romaine pendant un temps. Et c'est là qu'intervient César. Exactement. Jules César débarque en Égypte, en pleine guerre civile romaine lui aussi. Cléopâtre voit l'opportunité. L'alliance stratégique. Voilà. Elle cherche son aide pour remonter sur le trône. C'est le début de leur relation. Une relation complexe, mélange d'attirance, sans doute, mais surtout de calcul politique, des deux côtés. Et il avait quel âge César à ce moment-là? Il y avait une grosse différence, non? Oui, une trentaine d'années d'écart. Et il était marié à Rome, bien sûr. Mais ça marche pour Cléopâtre. Comment ça? César intervient militairement. Ptolémée XIII finit noyé dans le Nil en 47 avant Jésus-Christ. Ah oui, quand même. Et Cléopâtre retrouve son trône. Mais elle doit épouser son autre frère, encore plus jeune, Ptolémée XIV. Encore un frère, hein? Décidément. Oui, et peu après naît Césarion, son fils, présumé fils de César. Un pion majeur sur l'échiquier politique. Absolument. Ça renforce sa position, mais ça la lie aussi dangereusement à Rome. Tout bascule quand César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Elle perd son protecteur. Exactement. Elle est à Rome à ce moment-là. Elle essaie de faire reconnaître Césarion. Sans succès. Elle rentre vite à Alexandrie et là, Elle fait le ménage, hein? on soupçonne fortement qu'elle fait empoisonner Ptolémée XIV pour régner seule avec son fils. Une manœuvre audacieuse, encore une fois. Très politique. Bon, César est mort, Rome est à nouveau en plein chaos, mais l'Égypte reste liée à Rome. Et un autre Romain puissant entre dans sa vie. Oui, Marc-Antoine, membre du nouveau triumvirat avec Octave et Lépide. Il a besoin de l'Égypte, de ses richesses. Et là, c'est la fameuse rencontre à Tarse en 41 avant Jésus-Christ, celle où elle arrive en déesse. C'est ça. L'article cite l'historienne Kleiner qui décrive cette arrivée. Spectaculaire. Bateau doré, costume, musique, parfum. Elle se met en scène en Vénus, en Isis. Le grand jeu de la séduction commence. Séduction, oui, mais surtout démonstration de pouvoir. Elle ne vient pas en simple allié, elle vient en reine, presque en égale. C'est très calculé. Et ça marche avec Antoine? Oh que oui. Liaison intense. Il s'installe même à Alexandrie. Ce qui, évidemment. Ne plaît pas du tout à Rome, surtout à Octave. Voilà, Octave utilise cette relation, cette influence orientale, perçue sur Antoine, comme prétexte pour déclencher la guerre, la dernière guerre civile de la République romaine. Et ça se termine mal pour Cléopâtre et Antoine. Très mal. La défaite navale d'Actium en 31 avant Jésus-Christ est le coup de grâce. Un an plus tard, en 30, Antoine se suicide. La version où il se suicide en apprenant sa fausse mort. Oui, c'est la version de Plutarque. Il meurt dans ses bras. Tragique. Et elle? Elle ne survit pas longtemps. Non. Elle négocie avec Octave, mais elle comprend vite qu'il veut la ramener à Rome comme trophée pour son triomphe. L'humiliation suprême. Exactement.
Elle refuse, elle se suicide dans son mausolée, Avec le fameux aspic. le serpent. C'est la légende tenace. Mais l'article rappelle que c'est peu probable. Un poison rapide semble plus vraisemblable. Sa mort marque la fin de la dynastie lagide et l'Égypte devient une province romaine. Une histoire incroyable. Mais finalement, on a peu de certitudes, c'est ça? Son apparence, par exemple. Très floue. Les pièces de monnaie la montrent. Disons, pas comme une beauté classique, parfois même avec des traits qui rappellent Antoine. Pour souligner l'alliance politique, peut-être. Hmm. L'image de la beauté fatale vient beaucoup des Romains après coup, pour expliquer comment Antoine a pu succomber. Et parler de race, comme le dit l'article, c'est complètement anachronique pour l'époque. Et les textes clairs. On n'a pas ses écrits à elle. Non, quasiment rien de direct. Et la fameuse bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Nos sources principales, comme Plutarque, écrivent bien après, et avec un regard romain. Un regard de vainqueur, en somme. Souvent oui, même si Plutarque lui reconnaît de l'intelligence, du charme. Mais c'est son récit qui a beaucoup forgé le mythe de la séductrice. Même son tombeau, on ne sait pas où il est. Donc, pour résumer, on a quoi? Une reine d'origine grecque, éduquée, polyglotte, visiblement très intelligente. Une stratège qui a joué des alliances complexes, y compris ses relations personnelles, pour essayer de maintenir l'indépendance de son royaume face à Rome. Bien loin de l'image simpliste de la séductrice, en fait. Tout à fait. Et ce décalage entre les faits, assez limité finalement, et la puissance du mythe qui perdure, c'est ça qui est fascinant. Ça interroge vraiment sur comment l'histoire s'écrit. Surtout l'histoire des femmes de pouvoir. Exactement. Comment elles sont perçues, comment leur histoire est racontée, souvent par ceux qui les ont combattues ou vaincues. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Au-delà de sa beauté ou de sa mort, qu'est-ce que l'histoire de Cléopâtre nous dit sur la manière dont on perçoit encore aujourd'hui une femme qui exerce le pouvoir au plus haut niveau, qui défie les normes et les empires? Une réflexion à poursuivre.